Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Que va faire Moscou? C'est la question qui occupe les chancelleries après la succession de défaites militaires des Russes. L'Ukraine progresse dans l'est et dans le sud du pays, deux régions prétendument annexées par Moscou. Une éventuelle riposte nucléaire russe fait partie des scénarios étudiés par les pays occidentaux. Nous les passerons en revue avec le professeur Lionel Faton. Il y aura moins d'eau dans certaines rivières de Suisse. Le Conseil fédéral abaisse les débits minimaux en aval de certains ouvrages. La décision illustre le conflit entre besoin en énergie et respect de la biodiversité. Alors, des poissons ou des kilowattheures? On va poser la question en substance au conseiller national UDC, Pierre-André Page. Le manque de crèches, l'absence d'horaires continus sont parmi les handicaps que doivent surmonter les jeunes parents en Suisse romande. La ville de Lausanne veut tenter de combler la pénurie en créant 1200 places d'accueil. Après la Coupe du monde de foot au Qatar, voici les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ils promettent de soulever eux aussi la polémique. L'Arabie Saoudite a obtenu l'organisation de ces Jeux d'hiver dans une cité futuriste encore en construction. Nous terminerons avec le très beau film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. Elle y offre le beau rôle aux belles-mères et à Virginie Efira en particulier. Un film sur la transmission et ce que la cinéaste appelle la belle maternité. L'armée ukrainienne poursuit sur sa lancée. Dans l'est du pays, la ville de Liman est passée officiellement sous contrôle ukrainien. Elle faisait pourtant partie des territoires prétendument annexés par Moscou. Dans le sud, l'Ukraine progresse également vers la ville de Kherson. L'armée russe semble incapable pour l'heure de freiner cette avancée. C'est un nouveau tournant dans cette guerre que nous résument Claire Boissard et Tristan Dessert. Une ville fantôme où la plupart des bâtiments sont en ruine. Mais le drapeau ukrainien flotte de nouveau sur Liman et ses rails, intacts, révèlent l'importance de la cité, nœud ferroviaire sur la route du Donbass et première ville libérée dans les territoires récemment annexés par la Russie. Ce site a toujours été un important point stratégique. C'est un carrefour pour le fret et pour les trains. Entamée au début du mois, l'avancée ukrainienne se poursuit dans le nord-est du pays. Cette guerre de mouvement a permis une progression spectaculaire. Selon la loi ukrainienne, ces territoires font partie de l'Ukraine, c'est notre terre. Je suis originaire de la région de Louhansk, c'est pour ça que je ne m'arrêterai pas avant que le dernier Russe quitte ces terres. À 600 km de là, l'armée ukrainienne se bat sur un deuxième front, dans la région de Kherson. Là-bas, la contre-offensive a commencé il y a plus d'un mois. Les progrès ont été moins rapides. Mais en quelques jours, les Ukrainiens ont avancé d'une trentaine de kilomètres, piégeant les forces russes entre le front et le fleuve Dnipro. Dans ces deux régions, l'objectif de l'Ukraine est de reprendre le plus de territoire possible avant l'arrivée de l'hiver. Des combats féroces se poursuivent à plusieurs endroits du front. La perspective de ces hostilités demeure évidente. De plus en plus d'envahisseurs essayent de s'enfuir. L'armée ennemie souffre de plus en plus de pertes et il devient davantage clair que la Russie a fait une erreur en partant en guerre contre l'Ukraine. Les Russes ont perdu l'initiative militaire. Depuis plusieurs semaines, leurs manœuvres auront eu pour principale ambition de ralentir la progression ukrainienne. L'Occident se félicite des succès ukrainiens. Il s'inquiète aussi de ce que sera la réponse de Vladimir Poutine. Le scénario d'une frappe nucléaire ciblée n'est pas exclu. Les chancelleries occidentales étudient les réponses possibles au cas d'une telle agression. Laurent Bourcalter. À presque chaque défaite russe humiliante, un tir de barrage verbal du Kremlin particulièrement préoccupant. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et son peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ceci n'est pas du bluff. La menace nucléaire contre l'Ukraine et l'Occident, en cas de risque existentiel pour la Russie, proférée par Poutine depuis le début du conflit, et plus récemment, lors de l'annexion de 4 territoires ukrainiens. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé l'arme nucléaire 2 fois, détruisant les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki. En fait, ils ont créé un précédent. Selon les Occidentaux, y compris la Suisse, les risques nucléaires sont plus élevés que jamais depuis la fin de la guerre froide. Exactement 60 ans après la crise des missiles de Cuba, les chancelleries occidentales échafaudent les scénarios du pire. Moscou pourrait utiliser une arme dite nucléaire tactique, capable
de raser un quartier entier ou une base militaire en un coup. Les Russes en posséderaient 2000. Il y a un risque, étant donné la légèreté et l'attitude guerrière avec laquelle Poutine en parle, qu'il envisage cela. Ainsi, nous avons été très clairs sur ce que seraient les conséquences. Nous avons exprimé cela directement aux Russes. Washington ne dévoile pas ses plans, mais cette déclaration d'un général américain, ex-directeur de la CIA, en donne une idée. Dans ce cas-là, les États-Unis et probablement d'autres pays prendraient des mesures pour neutraliser, avec des forces conventionnelles, une grande partie des forces russes encore en Ukraine ou même dans la mer Noire. Un geste du régime russe qui se retournerait contre ses propres troupes. L'Occident espère que cette dissuasion suffira pour que Vladimir Poutine ne franchisse pas la ligne. Bonsoir Lionel Faton. Bonsoir. C'est presque un échec déjà le fait même qu'on en parle aujourd'hui de manière si simple, possibilité peut-être éventuelle, risque d'une frappe nucléaire ciblée. On en est vraiment là, c'est un scénario possible? C'est un scénario possible, je pense qu'il ne faut pas l'écarter, ça serait inconscient de le faire. Je pense que c'est assez peu probable. Je pense que on n'est pas ici dans un contexte de dissuasion nucléaire où la dissuasion nucléaire demande des lignes rouges qui soient tracées très clairement. Elles sont extrêmement floues dans les deux discours de Vladimir Poutine. On est plus ici dans une tentative du Kremlin de freiner l'avancée ukrainienne en créant le trouble dans les processus de décision en Ukraine, mais aussi dans les capitales occidentales. On l'a vu, les Américains prennent position pour ralentir cette avancée des troupes ukrainiennes, que ce soit vers Kherson ou dans l'Est, sur les fronts Est. Une réponse à une éventuelle attaque nucléaire en Ukraine ne serait pas forcément nucléaire, hein, elle serait d'abord et très certainement conventionnelle. De la part des Occidentaux, bien entendu. Il est très peu probable que les Occidentaux répondent par la force nucléaire. Et je pense que les Occidentaux, en fait, mettront derrière, en fait, le déclenchement d'un processus structurel qui va se mettre en place. C'est-à-dire que si la Russie était amenée à utiliser l'arme nucléaire, que ce soit sur le territoire ukrainien ou en mer Noire ou au nord, par exemple, de son territoire, on verra une désolidarisation de certains pays qui ont jusqu'à présent ont soutenu la Russie d'une certaine manière, la Chine, l'Inde, et les Européens et les Américains seront en porte-à-faux derrière et soutiendront cela. La Chine, l'Inde, puissance nucléaire, pour elles, elles ont une autre philosophie. Il ne faut pas jamais utiliser ce genre d'armes. En tout cas, ça les placerait dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue de justifier leur soutien implicite, quoique explicite, sur certains aspects à la Russie. Ça serait extrêmement compliqué parce que bien que Vladimir Poutine parle du fait que les États-Unis ont créé un précédent en 1945, on est quand même 80 ans après. Bien sûr que ça casserait un tabou dans la non-utilisation de l'arme nucléaire qui serait extrêmement difficile pour ces capitales, New Delhi et Pékin, de supporter. On lisait vendredi, c'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue. Il y a eu beaucoup de nouvelles fédérales vendredi. Le Conseil fédéral qui annonçait la création d'un état-major de conduite stratégique de la Confédération en cas d'événements nucléaires liés à la guerre en Ukraine. Ça veut dire quoi, au fond? Il faut mieux être prévoyant? Est-ce qu'il faut y voir autre chose, quelque chose de plus symbolique? Il faut surtout rassurer sa population. Et je crois que c'est complètement légitime de la part des autorités suisses d'essayer de rassurer la population et de dire que voilà, il y a une possibilité d'un dérapage, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure dans le contexte d'une guerre comme celle qui est en train de se passer en Ukraine. Et je crois que les pouvoirs publics ont un devoir de rassurer la population en montrant qu'ils sont proactifs par rapport à cette éventualité. Merci beaucoup Lionel Faton. Merci à vous. Merci. Cette fois, c'est décidé. Le Parlement européen a voté aujourd'hui pour imposer le chargeur universel. Les téléphones mobiles, mais aussi les tablettes ou les écouteurs fonctionneront tous avec un chargeur unique, une prise USB-C, et ceci dès l'automne 2024. Il faudra attendre 2026 pour les ordinateurs portables, une décision qui sera aussi reprise et appliquée en Suisse. Une annonce qui est également passée inaperçue vendredi dernier. Le Conseil fédéral a décidé par voie d'ordonnance de réduire les débits minimaux de certaines rivières. Une cinquantaine de centrales hydroélectriques peuvent réduire leur rejet d'eau pour augmenter leur production. Une décision qui n'est pas toujours été très bien comprise. Raphaël Poncioni, Daniel Bachmann. Un potentiel de 150 gigawatts supplémentaires cet hiver, soit une augmentation de 0,5% de la production hydraulique du pays. Le Conseil fédéral autorise exceptionnellement depuis samedi certaines centrales récentes et écologiquement à la pointe d'augmenter leurs réserves en réduisant le rejet d'eau dans les rivières au minimum. Elles ne seraient que 45 sur 1500 à répondre à ces exigences.
C'est une décision de nature politique pour montrer que tout le monde contribue à un effort par rapport à la production d'énergie. Maintenant, c'est clair que cet effort, il faut quand même le mettre en relation avec le dégât potentiel au niveau de la biodiversité. Quelles centrales, cours d'eau sont concernés? Quels impacts sur la vie piscicole? Difficile pour l'instant de répondre précisément à ces questions. L'Office fédéral de l'environnement et les cantons n'ont pas de liste. Les principaux producteurs, Alpiq et Axpo, n'auraient que 5 petites installations au fil de l'eau à faible potentiel en Suisse alémanique. Des incertitudes qui inquiètent ProNatura. Ces 45 centrales, personne ne peut nous dire lesquelles ce sont. Secondo, parce qu'il n'est pas clair de quel minimum des eaux résiduelles on parle, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a un minimum inférieur pour tout le monde, il y a un minimum supérieur pour la nature, pour le paysage. C'est celui-là qui devrait apparemment être mis hors vigueur. Et troisièmement, il y aurait bien d'autres mesures pour gagner de l'énergie en cet hiver. Et ces 150 gigawattheures, ce n'est qu'une estimation. Avec ces décisions, le Conseil fédéral a anticipé, agi rapidement. Il faudra attendre quelques jours pour vérifier le vrai potentiel et conséquences de cette ordonnance limitée à 7 mois. Pierre-André Page, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Commission de l'environnement et de l'énergie du Conseil national. On s'en prend un peu la biodiversité pour quelques petits kilowattheures. C'est pas un peu exagéré, ça? Oui, alors est-ce que c'est quelques petits kilowattheures? On parle de 0,15 térawattheures, donc c'est quand même important. Et lorsqu'on entend que Madame la conseillère fédérale nous demande de réutiliser les génératrices pour avoir le maximum de courant dans tous les secteurs, je pense que là, on peut aussi faire un effort au niveau des débits d'eau. Et là, c'est une compétence du Conseil fédéral, hein, dans l'article 5 de la loi sur la protection des eaux. Il a la compétence de diminuer ce débit. C'est un peu le fait du prince, là. C'est le Conseil fédéral qui décide seul. Vous, le Parlement, vous n'êtes pas consulté, là. Oui, effectivement, on était consulté pour la mise en place de la loi. Et dans la loi, le Parlement a accepté cette dérogation en cas d'urgence. C'est vraiment en cas de problème et d'urgence. Et là, on arrive dans une situation d'urgence. Et je pense qu'il est important que le Conseil fédéral puisse prendre cette décision. Et je pense que si on veut avoir le maximum de production dans tous les secteurs, on doit aussi utiliser cette possibilité. Pierre-André Page, l'autre sujet brûlant, ce sont ces parcs de panneaux solaires qu'on projette sur des alpages très très grands pour certains dans le Haut-Valais, 700 terrains de football à Grandgiols, à Gondeau. Qu'est-ce que vous dites là? C'est là aussi une question de biodiversité. Effectivement, il y a aussi une problématique de biodiversité. Moi, je suis tout à fait favorable aux panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Je crois que c'est des structures existantes. Et dans les pâturages, je ne pense pas qu'on doit mettre des panneaux photovoltaïques dans les pâturages. Il y a suffisamment de place dans les vallées des montagnes où c'est tout rocailleux avec des graviers, où il y a beaucoup moins de dégâts sur la biodiversité. Et puis là, on ne doit pas oublier aussi qu'il faut des lignes pour conduire cette électricité, après pour les alimentations. Et ça, c'est aussi des constructions importantes et onéreuses que la population n'est pas toujours d'accord d'accepter. Mais attendez, parce que vous venez ici même nous dire, vous êtes fustigé ces organisations écologiques qui ne veulent pas rehausser un peu les barrages au nom de la biodiversité. Là, quand on touche aux alpages, vous dites non, ça non. Vous êtes un peu dans le même combat, finalement. Alors, je suis favorable à une biodiversité, mais en accord avec l'habitation humaine. Et là, dans les alpages, on a des entreprises qui travaillent, qui ont des bovins, qui ont des génisses en estivage. Là, c'est le lobby paysan qui parle. Et là, c'est le paysan qui parle, c'est vrai. Mais si on a des belles montagnes, c'est parce qu'elles sont bien entretenues par nos vaches et par nos génisses. Et c'est pour ça qu'on doit aussi garder cette image de la Suisse, et ça le permet également. Bon, vous illustrez le fait même que c'est impossible de réunir l'unanimité sur ces sujets. Il y a les pêcheurs pour les cours d'eau, là, ça vous intéresse moins, mais vous, c'est plutôt les paysans, les alpages. Il y a chaque fois un organe qui se trouve lésé, au fond. Effectivement, il y a toujours des personnes qui sont lésées quand on prend une décision. Mais je crois que le débit des cours d'eau, on a vu pendant la sécheresse, lorsque les cours d'eau ont arrêté de couler, il y a aussi eu une biodiversité qui s'est modifiée. Et là, on parle d'un minimum de débit, donc il y aura toujours de l'eau. On ne va pas couper l'eau dans les rivières, contrairement à ce qui se passe naturellement lorsqu'il y a une sécheresse. Merci beaucoup, Pierre-André Page. Merci. Je vous remercie, bonne soirée. Et puisqu'on parlait d'énergie solaire, on va voir qu'en Allemagne, on développe ce qu'on appelle l'agri-photovoltaïque. Ça va vous intéresser, Pierre-André Page. Ce sont des panneaux solaires sur les terrains agricoles. C'est une technique à laquelle, en Allemagne, en tous les cas, on prête un grand potentiel. Séverine Ambrus. Nous sommes en Allemagne, à quelques kilomètres au nord du lac de Constance. Cette exploitation agricole teste depuis 2016 l'agri-photovoltaïsme à grande échelle. Sous ces centaines de panneaux solaires poussent tour à tour maïs, pommes de terre ou céleri. L'installation produit en électricité l'équivalent de la consommation de 60 ménages.
Revers de la médaille, pour certaines plantes, il y a selon les années jusqu'à 20% de baisse de rendement. Les principaux inconvénients, ce sont la répartition insuffisante, irrégulière de l'eau de pluie et bien sûr, ça fait aussi de l'ombre. Ces deux facteurs ont une influence si on prend des plantes qui aiment la chaleur, comme le maïs ou le millet. En Suisse, il n'existe pas d'installation agri-photovoltaïque de grande envergure. Pourtant, le potentiel de cette technique est très important. Si on installait des panneaux solaires sur toutes les surfaces agricoles bien exposées au soleil, on arriverait potentiellement à un rendement de 120 TWh, soit l'équivalent de 2 fois les besoins en électricité du pays. Ce sont les estimations calculées par ce chercheur zurichois et son équipe. C'est réellement un potentiel immense. Nous avons été surpris de voir combien ça pourrait faire. Même en ne comptant pas les zones protégées, les zones de protection des eaux, etc., on arrive à ces 120 TWh et c'est incroyablement élevé. Mais l'horizon de tel rendement est encore lointain. En Suisse, la loi autorise les panneaux solaires sur les cultures à condition qu'ils aient des conséquences positives pour la production agricole. En clair, elle encourage leur installation au-dessus des plantes qui les supportent le mieux, comme certains fruits ou baies, mais pas sur les grandes cultures qui pourraient risquer de moins bien pousser. Selon la fêtière des paysans, ces restrictions sont nécessaires. Dans l'agriculture, notre mission principale, c'est la production de nourriture. Et cette mission, nous voulons continuer à l'assumer. Nous ne voulons pas que la production de denrées alimentaires se voit limitée par ces panneaux solaires, ce qui nous pousserait à importer davantage de denrées alimentaires. C'est la délicate pesée d'intérêts entre besoins de l'agriculture et production d'énergie. En Suisse, les débats autour du développement agri-photovoltaïque ne font que commencer. On a parlé de production d'énergie propre. Parlons maintenant d'un moyen de limiter sa consommation d'énergie. Chaque année, chaque Suisse parcourt 25 000 km en moyenne. Charlotte Onfroy-Barrier a calculé l'émission exacte de CO2, le coût et le temps de trajet de chaque mode de transport sur le parcours Genève-Zurich. Symbole de réussite et de luxe pour de nombreux milliardaires, les jets privés sont de plus en plus dans le viseur des gouvernements et défenseurs de l'environnement. Et pour cause, pour relier Genève à Zurich, notre VIP du jour a émis 408 kg de CO2. Une émission record que ce dirigeant promet de réduire grâce à 3 avancées. 1, les améliorations technologiques de chaque moteur pour consommer moins de carburant à chaque fois. Deuxièmement, c'est optimiser les routes pour effectivement, un peu comme de l'éco-conduite, si vous voyez ce que je veux dire, mais avec un avion, réduire les pentes de descente et avoir des routes plus directes. Et troisièmement, des carburants de synthèse qui sont du recyclage, notamment d'huile de cuisson par exemple, qui sont mélangés au kérosène. Problème, les carburants de synthèse ne sont aujourd'hui utilisés que par 0,02% des appareils dans le monde. Principal frein évoqué, leur coût. En moyenne, ils sont 30 à 60% plus chers que les carburants classiques. L'argument économique est aussi celui qui freine les usagers du train. Pour se rendre à Zurich, Phil a dû débourser 44 francs, 3 fois plus que s'il était parti en voiture. En cause, un coût d'exploitation très élevé et des trains pratiquement vides. Donc les trains circulent tout le temps et puis offrent un service aux clients tout au long de la journée. C'est les heures creuses dans lesquelles les trains sont, on peut dire, à moitié vides. Et notre défi, justement, c'est d'attirer plus de clientèle sur ces trains des heures creuses. Et on le fait au moyen des billets dégriffés qui offrent des rabais jusqu'à 70%. Le train permet à notre passager de réduire considérablement son empreinte carbone. Entre Genève et Zurich, il n'a émis que 0,3 kg de CO2. Il en aurait émis 35 s'il avait eu le permis. Entre protection de l'environnement et économie, le car a lui aussi du mal à choisir. Pour parcourir les 278 km qui relient les deux villes, Phil paiera son billet 25 à 45 francs et il émettra 15 kg de CO2. En attendant le développement des véhicules électriques, cet autocariste sensibilise ses conducteurs. On essaie de vraiment bien former nos chauffeurs, y compris sur l'éco-conduite. Parce qu'un chauffeur qui va anticiper, avoir une conduite douce, utiliser le frein moteur, etc., il peut avoir 10 à 15% de consommation et donc d'émissions de moins qu'un chauffeur qui aurait peut-être une conduite inadaptée. Reste la possibilité de se déplacer uniquement à vélo, un moyen écologique, économique mais un peu plus long. Pour se rendre à Zurich, un Genevois en bonne santé devra au moins passer 14 heures à pédaler.
En matière d'environnement, cette décision qui provoque la colère des organisations écologistes et des droits de l'homme, l'Arabie saoudite va organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Les skieurs et autres hockeyeurs s'affronteront dans les montagnes du sud du pays et dans la ville futuriste de Neom, une ville encore à construire pour plusieurs centaines de milliards de francs. Michel Ditria, Mathieu Lombard. Des épreuves olympiques de ski, de snowboard ou encore de hockey sur glace en Arabie Saoudite. Cela peut ressembler à un canular, il n'en est rien. Les Jeux asiatiques d'hiver 2029 ont bel et bien été attribués aujourd'hui au royaume désertique. C'est même à l'unanimité que cette candidature a été votée par le Conseil olympique d'Asie, à la grande fierté du représentant saoudien. Imaginez des jeux qui réunissent ou surpassent les plus hauts standards techniques, des jeux qui créent une expérience unique, futuriste, innovante et durable pour les athlètes et les fans. À la clé, pas moins de 47 épreuves, dont 28 sur neige et 19 sur glace. Alors, où pourront-elles bien prendre place? Dans une mégapole futuriste en construction, Neom, qui n'existe pour l'heure que dans ses images de synthèse. Neom, un projet pharaonique d'un coût de 500 milliards de dollars, porté par le puissant et controversé prince héritier Mohammed Ben Salman. Les Jeux auront lieu dans une zone montagneuse où les températures restent inférieures à 10 degrés toute l'année, mais qui ne reçoit malgré tout pratiquement pas de précipitations. Des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, un choix qui suscite évidemment des réactions sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan des droits humains. L'Arabie saoudite, c'est le pire candidat en termes de droits humains. Il n'y a aucune liberté d'expression. On se rappelle le meurtre du journaliste Amal Khashoggi. Aucun droit des femmes. Enfin, elles sont soumises à la tutelle des hommes. Elles n'ont obtenu que très récemment le permis de conduire. Celles qui militent pour leurs droits sont emprisonnées. Et la situation des droits des travailleurs est pire qu'au Qatar. Ces joutes devraient accueillir pas moins de 12 000 athlètes. Les Jeux asiatiques d'hiver comptent parmi les événements multisports les plus importants au monde. Le prix Nobel de physique couronne aujourd'hui 3 pionniers de la recherche en physique quantique, le français Alain Aspect, l'américain John Clauser et l'autrichien Anton Zeilinger. Ils sont primés pour leur découverte sur l'intrication quantique, des recherches qui ont ouvert la voie au développement d'ordinateurs et de systèmes de cryptage de nouvelle génération. Le manque de places de crèche est un problème récurrent pour les parents de Suisse romande. Dans plusieurs cantons, dont celui de Vaud, il n'y a pas même d'obligation d'assurer l'horaire continu à l'école, le parascolaire, la garde des enfants à midi ou le soir. Alors pour y remédier en partie, la ville de Lausanne promet aujourd'hui 1200 places d'accueil d'ici 4 ans. Laurence Milazevich. Dans tout le canton, des milliers de parents attendent une place pour leur enfant, en garderie ou en accueil parascolaire. Ce père de famille se rend au bureau des parents à Lausanne. Il a besoin d'une place pour sa fille de 2 ans. Pas tout simple. Pour l'instant, comme ma femme elle ne travaille pas, alors c'est ma femme qui doit s'occuper. Et puis je vais essayer de chercher un petit peu des autres solutions, soit de trouver des activités du quartier. Et puis voir par la suite. Plus vite ce sera possible, pour ça nous arrangera mieux, mais au pire, s'il n'y aura rien du tout, on est bien obligé de suivre la situation. Le mode de vie change, la démographie croît. Lausanne a compris cet enjeu sociétal. La ville prévoit de créer ces 4 prochaines années 1200 places d'accueil de jour, dont une crèche ici prochainement. Ici, c'est le lieu dans lequel on a planifié un centre de vie enfantine en plein centre de Lausanne. Alors l'objectif, c'est vraiment de répondre en priorité à la demande des parents qui ont des besoins de conciliation en vie professionnelle et vie familiale pour pouvoir travailler, se former. Les enjeux, c'est d'abord d'avoir un budget qui permette de développer les places, ensuite de trouver des locaux et ensuite de trouver du personnel. Dénicher des locaux adaptés et centralisés pour bien accueillir les enfants du matin au soir, un sacré défi. Souvent, une solution consiste à transformer un espace existant, comme ici, dans le quartier de Malais, où un APEMS, centre d'accueil, vient de voir le jour. La chance d'avoir ce lieu, c'est qu'il permet d'accueillir plus d'enfants. Et d'autant plus que nous pouvons ouvrir les après-midi, ce qui n'était pas le cas avant. Lausanne est très dense, donc c'est très difficile de pouvoir trouver des locaux, soit existants, soit pouvoir construire des locaux qui peuvent accueillir des enfants le matin, à midi et l'après-midi. Parfois, on trouve des lieux super, mais ce n'est pas assez grand parce qu'il nous faut quand même beaucoup de mètres carrés. La capitale vaudoise se fixe comme objectif de répondre à toutes les demandes d'ici à 2026. Coût brut de l'opération, 30 millions de francs.
Géraldine, la pénurie de places de crèche fait le désespoir de milliers de parents en Suisse, pas seulement à Lausanne. Quelle est la situation en Suisse romande? Alors premièrement, laissez-moi vous donner quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du problème. En Suisse, nous avons un peu moins de 440 000 enfants de 0 à 4 ans, l'âge dit préscolaire, et seulement 100 000 places en crèche. Ça veut dire que seul un enfant sur 3 en âge préscolaire a accès à une place d'accueil à plein temps. C'est le cas dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud, mais il existe une grande disparité. Tenez, par exemple, 8% des enfants seulement ont une place à Glaris, et l'on est même proche du zéro à Appenzell-Rhodes intérieur. Dans ces cantons-là, et au Tessin, ce sont les grands-parents qui prennent le relais. Et sans surprise, eh bien, le coût également de l'accueil est un frein majeur pour les familles. Il y a une autre particularité suisse, Géraldine, dans de nombreux cantons, on n'offre pas l'horaire continu à l'école. Alors effectivement, en règle générale, l'offre se limite à quelques établissements par canton. Seule une minorité des cantons propose une offre plus importante en la matière. Dans les cantons de Fribourg et Genève, par exemple, 100% des enfants sont pris en charge en dehors des heures d'enseignement et durant toute la journée. Dans le canton de Vaud et de Neuchâtel, l'organisation est communale, donc selon la commune où vous vivez, vous n'aurez pas accès à la même prise en charge. En Valais francophone, seules 2 écoles proposent l'horaire continu et quant au Jura, eh bien, il n'y a tout simplement pas d'offre pour le moment. Merci beaucoup Géraldine. Octobre rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. 6300 nouveaux cas sont déclarés chaque année en Suisse. À Genève, un accompagnement spécifique est destiné aux enfants des parents malades du cancer. C'est un reportage de Julien Schiffel. Depuis 2 ans, c'est au jardin que Marilia Felipe se ressource. 2020, elle fait une rechute. Son cancer du sein était guéri depuis plus de 15 ans, mais des douleurs reviennent. Nouveau diagnostic, nouveau cancer. Sa fille avait 3 ans, son fils 5 ans. C'est que j'ai appris que c'était une maladie vraiment grave. C'est le cancer. Et le cancer, c'est une maladie que j'aime pas du tout. Et le cancer est vraiment dangereux. Francisco cumule les cauchemars et les angoisses. La maladie impacte la santé de toute la famille, celle des enfants aussi. Il commence à avoir le manque de confiance totale en soi, mais aussi dans la vie. Il pense que tout lui fait peur, tout lui fait vraiment peur à ces moments. Et moi, je m'aperçois de ça et je vois mon enfant qui était vraiment un enfant épanoui, un enfant gai. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que je crois vraiment qu'on ne choisit pas les cancers, hein, c'est pas ça, mais on choisit la façon comment on va vivre cette maladie. Comment vivre avec cette maladie? Comment permettre aux enfants de se construire malgré le cancer? La famille cherche de l'aide et trouvera du soutien ici. Une thérapie par le dessin pour mettre des images et des mots sur la maladie. Ce centre genevois est spécialisé dans l'accompagnement des patients, mais aussi de leur entourage. Ça me semble essentiel parce que non seulement pour la guérison de la personne, le fait de savoir qu'on ne va pas traumatiser son enfant, en quelque sorte, c'est très rassurant pour la personne malade. Et puis pour l'enfant lui-même, voilà, c'est quelque chose qui, ça fait partie des apprentissages de la vie. Et si c'est bien géré, ça peut être une ressource plus tard, au lieu que ce soit une grosse blessure. Une prise en charge saluée par le milieu médical, la santé de la personne malade passe aussi par celle des enfants. C'est l'un des films les plus marquants de la rentrée, Les enfants des autres, de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roche Dizem. Il sort demain dans les salles, un film sur la transmission, sur les multiples façons d'être une famille, et dans lequel les belles-mères ont enfin le beau rôle. Dominique Steiner, Julie Evard. Bonjour. À quel âge, Leïla? 4 ans et demi. Les enfants des autres, c'est l'histoire de Rachel, prof de français, une femme épanouie de 40 ans, sans enfant, qui aime sa vie et son boulot. Quand elle tombe amoureuse d'un homme déjà papa d'une petite Leïla, Rachel prend conscience que son désir de maternité ne sera sans doute jamais assouvi. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux, toi. T'es obligé de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard. À la base, c'est au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable de Romain Gary que Rebecca Zlotowski voulait adapter, soit une histoire d'impuissance masculine. Je suis partie en confinement, j'ai travaillé l'adaptation de ce roman et je me suis rendu compte que le titre en fait me parlait de moi, que la raison pour laquelle j'avais envie d'adapter ce roman, c'était une part secrète qui évoquait la femme de 40 ans que j'étais, qui avait un grand désir d'enfant sans arriver à en faire, qui voyait le temps passer
et qui s'occupait d'enfants qui n'étaient pas les miens. Et d'impuissance masculine, j'ai décidé d'écrire le roman de l'impuissance féminine. Bonjour. Bonjour. Un film qui réinvente aussi la figure de belle-mère, une figure qui jusqu'ici au cinéma était soit représentée dans des rôles secondaires, soit comme des marâtres. Je suis orpheline de mère, j'ai eu une belle-mère. Il y a des femmes autour de moi qui ont été des figures de transmission sans maternité, c'est-à-dire qui n'étaient pas mes mères biologiques, mais qui m'ont transmis beaucoup en termes de valeurs. J'ai été ensuite une belle-mère. J'ai été une belle-mère qui devait dire au revoir à des enfants que je ne reverrai plus. Puis maintenant, je suis une belle-mère avec un enfant qui, j'espère, va rester dans ma vie longtemps. Et je ne reconnaissais pas autour de moi. Ma vie civile n'était pas représentée à l'écran. L'industrie n'était pas prête à considérer que ce sujet était un sujet majeur. Rebecca Zlotowski a réalisé ce film pour faire le deuil à son désir de maternité. Miracle, elle est tombée enceinte lors de sa préparation. Un miracle qui en a précédé un autre. Les enfants des autres, en effet, est un petit miracle de grâce et d'intelligence. C'est la fin de ce journal. À suivre à BE, à bon entendeur, qui vous dira tout sur l'augmentation des primes maladie et ses raisons. Tout de suite, c'est la météo d'Evan Cagny. Excellente soirée, à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.